Il existe un métal auquel on confie chaque jour la vie d'un équipage enfermé dans une capsule d'acier à des centaines de mètres de profondeur. Imagine un tube qui n'a pas le droit de présenter la moindre micro-fissure, alors qu'il supporte la pression d'une colonne d'eau haute, comme plusieurs dizaines d'étages. Ce n'est pas un alliage de science-fiction tout droit sorti d'un film, mais un acier bien réel, capable de résister à plus de 100 000 psi de charge tout en restant suffisamment vivant pour ne pas se désintégrer, respirant au rythme de la coque du submersible. Aujourd'hui, tu vas découvrir de quoi est vraiment faite la coque épaisse d'un sous-marin, pourquoi le Titane s'est révélé un héros des profondeurs bien trop coûteux, et comment les ingénieurs parviennent à faire tenir le métal là où n'importe quel acier ordinaire se serait froissé depuis longtemps comme une boîte de conserve. La coque résistante d'un sous-marin ne commence pas par la peinture et les techniques de camouflage, mais par le métal dont est fait son corps intérieur. La coque résistante, c'est un tube d'acier à parois épaisses, de forme cylindrique, à l'intérieur duquel se trouvent les compartiments, les hommes, l'équipement. C'est elle qui supporte la monstrueuse pression des profondeurs, tandis que la coque extérieure légère, les carènes, le kiosque relève déjà de l'aérodynamique et de l'hydrodynamique. Lorsque le submersible descend à des centaines de mètres, chaque pouce carré de sa coque subit une force telle qu'on dirait qu'un immeuble entier pèse sur lui. À 500 mètres de profondeur, la pression atteint environ 50 atmosphères, soit près de 50 bars, et l'acier doit résister sans la moindre fissure. Pour rendre cela possible, on utilise des aciers alliés spéciaux de très haute qualité. L'exemple classique, l'acier américain HI80. Le sigle HI signifie High Yield, c'est-à-dire limite d'élasticité élevée. L'acier ne commence à se déformer de manière irréversible qu'à des contraintes d'au moins 80 000 PSI. Pour les sous-marins, le HI80 permet une profondeur d'immersion opérationnelle d'environ 550 mètres. Plus tard est apparu le HI100, avec une limite d'élasticité proche de 100 000 psi, soit environ 700 mégapascales, ce qui a permis de concevoir des submersibles pour des profondeurs avoisinant 690 mètres. Une différence de quelques dizaines de mégapascales représente en réalité des centaines de mètres supplémentaires de zone de survie pour la coque, avant que les contraintes n'atteignent des niveaux critiques. La composition chimique de ces aciers est loin du simple fer au carbone. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène, du manganèse et d'autres éléments dans des proportions précises. Le nickel améliore la résilience au choc et abaisse la température de rupture fragile. Le chrome renforce la résistance à la corrosion et la dureté. Le molybdène aide à résister au fluage et aux contraintes locales. Il en résulte un acier qui, même aux basses températures de l'eau de mer, conserve sa plasticité et ne se brise pas comme du verre sous l'impact ou une charge brutale. Pour les bâtiments militaires, c'est crucial. La coque doit encaisser les coups de mer, les chocs hydrodynamiques et ses propres manœuvres, sans parler des charges explosives éventuelles. L'étape suivante relève de l'univers des tôles épaisses et du soudage de haute précision. Les plaques de la coque résistante atteignent plusieurs centimètres d'épaisseur. Elles sont courbées sur de puissants laminoirs pour former des sections cylindriques. Cette courbure doit être d'une précision telle que l'assemblage des tôles produise un anneau parfaitement régulier, exempt de contraintes internes et d'ovalisation. Plusieurs de ces sections sont ensuite réunies en virole,
compartiments distincts qui seront à leur tour soudés entre eux sur toute la circonférence. Chaque soudure longitudinale ou circulaire constitue potentiellement le point le plus vulnérable. Aussi, les exigences de soudage sont elles aussi strictes que celles imposées à l'acier lui-même. On recourt au soudage automatique à l'arc sous flux, en contrôlant minutieusement les températures de préchauffage et de post-chauffage, afin d'éviter la formation de zones trempées fragiles et de fissures internes. Après le soudage, les cordons sont contrôlés par des méthodes non destructives. On fait appel à la radiographie, à la défectoscopie par ultrasons, au procédé magnétoscopique. L'objectif, détecter jusqu'aux défauts microscopiques, manque de fusion, porosité, inclusion de l'étier, qui, sous la pression des grandes profondeurs, peuvent devenir l'amorce d'une fissure. Si un défaut est repéré, le cordon est découpé, puis ressoudé. Ces opérations sont répétées, jusqu'à ce que la structure réussisse l'ensemble des essais, y compris hydrauliques. La coque peut être placée dans un bassin spécial, ou une chambre pour vérifier son comportement, sous une pression équivalente à plusieurs centaines de mètres de colonne d'eau. En URSS, une partie de cette logique fut poussée à l'extrême grâce à l'utilisation d'alliages de titane. Le titane possède une densité inférieure à celle de l'acier, tout en offrant une résistance très élevée et une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer. Le légendaire K278, Komsomolets, reçut une coque résistante en titane et parvint à atteindre une profondeur d'environ 1000 mètres, soit 2 fois plus que les profondeurs opérationnelles habituelles de la plupart des sous-marins en acier. Mais il fallut payer ce prix par un coût colossal en matériaux et en usinage. Le titane est difficile à souder, il exige un environnement protégé, des technologies onéreuses et une haute qualification. Au final, de telles expérimentations restèrent davantage une vitrine des possibilités qu'une norme de production de masse. Aujourd'hui, l'axe principal du développement des coques de sous-marins n'est pas une transition complète vers le titane, mais le perfectionnement des aciers alliés. Les nouvelles nuances sont élaborées de manière à obtenir une limite d'élasticité et une résistance encore plus élevée, tout en conservant une plasticité suffisante. Un métal trop rigide est dangereux. Il risque de ne pas se déformer, mais de se fissurer brusquement en cas de dépassement de sa limite. La tâche des métallurgistes consiste à trouver un équilibre où la coque travaille, d'abord légèrement sous pression, en répartissant les contraintes, pour n'atteindre que bien plus tard, très loin, des régimes de fonctionnement normaux, des valeurs critiques. Pour cela, on ajuste la teneur en nickel, chrome, molybdène. On ajoute des éléments micro-alliants. On contrôle la taille des grains et les traitements thermiques. Un point crucial. Dans un sous-marin, ce n'est pas seulement le cylindre massif qui travaille. À l'intérieur de la coque résistante se trouve un ensemble de couples, de lisses, de cloisons qui répartissent les charges et empêchent l'enveloppe de se froisser comme une boîte de conserve. Tous ces éléments sont eux aussi fabriqués en aciers spéciaux et leurs jonctions avec la paroi de la coque sont calculées de manière à éviter toute concentration de contraintes. Chaque hublot, chaque écoutille, chaque ouverture pour l'appareillage constitue un renforcement complexe qui doit garantir que la pression de l'eau ne trouvera pas de point faible. Les ingénieurs procèdent à de nombreux calculs par la méthode des éléments finis, vérifiant comment la coque se comporte à différentes profondeurs, sous les chocs des vagues, lors des manœuvres. Si l'on imagine la descente d'un submersible vers les profondeurs, voici ce qui se passe au niveau du métal. Tous les 10 mètres de descente, la pression augmente d'environ 1 atmosphère,
À 100 mètres, elle est déjà 10 fois supérieure à celle de la surface. À 500 mètres, 50 fois. Pendant tout ce temps, l'acier de la coque résistante travaille en régime de déformation élastique. Il se comprime légèrement, le diamètre de la coque diminue de quelques millimètres. Mais après la remontée, il retrouve ses dimensions initiales. L'objectif des ingénieurs est de garantir que, même à la profondeur maximale autorisée, la marge avant d'atteindre la limite d'élasticité reste conséquente. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome.
Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance. C'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage. Et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale,
finition élégante. Mortellement toxique à +6, bénéfique à +3. Protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ 1/3 plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie,
mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnésite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons, à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement.
Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Chaque seconde dans le monde, plus de 2 tonnes de silicium métallique sont produites. Un matériau sans lequel n'existeraient ni les smartphones, ni les panneaux solaires, ni la métallurgie moderne. Mais le plus impressionnant est ailleurs. Tout cela commence avec du sable ordinaire. Imagine, du sable de quartz doux au toucher se transforme en métal, chauffé à 1500 degrés, qui coule comme de la lave. Comment cela se produit-il exactement ? Et quel est le secret principal de ce processus, dont on ne parle même pas dans les usines ? Regarde jusqu'à la fin, car l'étape finale révélera un fait qui changera pour toujours ta perception de l'industrie moderne. Le silicium métallique, ou silicium métallurgique comme on l'appelle aussi, n'est pas ce silicium cristallin semi-conducteur utilisé dans les puces informatiques. Car pour les ordinateurs, c'est le niveau suivant, beaucoup plus complexe de purification. Le silicium métallique est un produit intermédiaire, mais extrêmement important, qui sert de matière première pour de nombreux secteurs, des alliages d'aluminium aux panneaux solaires et à l'industrie des semi-conducteurs elle-même. Et le plus incroyable, sa matière première initiale est en fait du sable ordinaire. Plus précisément, du sable de quartz. Le quartz est un minéral composé de dioxyde de silicium. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre, qui entre dans la composition du sable, du granit, de la quartzite. Pour la production de silicium, on utilise du quartz de haute pureté, extrait dans des carrières. La qualité du quartz est très importante pour le produit final. Il doit contenir un minimum d'impuretés. Après que le quartz de haute qualité, qui est la base du futur silicium, a été extrait des entrailles de la Terre dans les carrières, son chemin vers la transformation ne fait que commencer. D'abord, les gros blocs de quartz sont dirigés vers le broyage. Des concasseurs géants transforment avec un grondement puissant les morceaux massifs en fractions plus petites, plus faciles à traiter. Ensuite vient le processus de lavage. C'est d'une importance critique, car le quartz de carrière peut être contaminé par de l'argile, de la terre ou d'autres minéraux. L'eau sous haute pression élimine toutes les impuretés de surface, laissant des particules propres de quartz. Et enfin, le tri. À l'aide de tamis, avec différentes tailles de mailles et d'autres méthodes, le quartz broyé et lavé est séparé en fractions homogènes par taille. Cela permet d'assurer une vitesse optimale de réaction dans le four et de minimiser la quantité d'impuretés qui pourraient affecter la pureté du silicium métallique final. Chacune de ces étapes est un travail inlassable qui garantit la qualité de la matière première pour les processus métallurgiques suivants, encore plus complexes. Pour extraire le silicium de sa forme naturelle, c'est-à-dire du quartz, nous avons besoin d'un voleur d'oxygène, ou en termes scientifiques, d'un réducteur. Le candidat idéal pour ce rôle est le carbone. Pas n'importe quel carbone, mais des matériaux carbonés spécialement préparés, qui servent à la fois de combustible et d'agent chimique. Ce peut être du charbon de bois, connu pour sa pureté et sa capacité réactive, du coke de houille, qui assure une combustion stable et une haute température, du coke de pétrole, ou même des copeaux de bois, qui ajoutent la porosité nécessaire au mélange. Le point clé ici
est la pureté de ces matériaux. Toute impureté, comme le fer ou le calcium, contenu dans le carbone, peut migrer vers le silicium fini et détériorer sa qualité. Le principe de la réaction est assez simple, mais puissant. À des températures extrêmement élevées, atteintes dans le four à arc, le carbone devient plus avide d'oxygène que le silicium. Il arrache littéralement les atomes d'oxygène du silicium dans le dioxyde de silicium, formant du monoxyde de carbone gazeux ou du dioxyde de carbone, qui sont ensuite évacués du four. Cet échange chimique de partenaires permet de libérer du silicium métallique pur, qui est collecté à l'état fondu. C'est la base de toute la technologie, utiliser les propriétés chimiques fondamentales pour transformer un matériau en un autre. Le processus principal de fonte du silicium métallique se produit dans d'énormes fours à arc, où sous l'action d'un arc électrique puissant, sont générées des températures dépassant 2000 degrés Celsius. C'est ici que se produit la transformation du sable en métal. Le cœur de cette opération est le chargement continu du four. Ce n'est pas un remplissage unique, mais un flux continu de matières premières qui maintient la stabilité du processus. Dans le four est chargé un mélange préalablement préparé de quartz et de réducteurs carbonés. Comme nous le savons déjà, le quartz est du dioxyde de silicium purifié et le réducteur carboné peut être du charbon de bois, du coke de houille, du coke de pétrole ou même des copeaux de bois. Ce mélange n'est pas aléatoire. Chaque composant joue son rôle. Le quartz est la source de silicium, le carbone est son libérateur. Et parfois, on ajoute aussi des fondants spéciaux pour améliorer le processus. L'aspect le plus important de ce chargement est le contrôle strict des proportions. Trop de carbone, et il peut rester dans le silicium fini comme une impureté indésirable. Trop peu de carbone, et tout le silicium ne sera pas réduit de l'oxyde, diminuant l'efficacité et augmentant les pertes. Les métallurgistes et les systèmes informatiques surveillent constamment la composition chimique du mélange et ajustent l'alimentation des matériaux pour assurer la stoichiométrie optimale de la réaction. Cela signifie que la quantité de chaque élément doit être parfaitement équilibrée pour le déroulement le plus complet et efficace de la réaction chimique de réduction. C'est précisément dans cette atmosphère chaude et turbulente, sous l'influence de la température colossale de l'arc électrique, que le carbone commence son travail. Il interagit activement avec le quartz, prenant l'oxygène et laissant du silicium pur et fondu. Lorsque le processus de réduction du quartz par le carbone est terminé avec succès et qu'au fond du four à arc s'est accumulée une quantité suffisante de silicium métallique fondu, arrive l'un des moments les plus spectaculaires de la production, la coulée du métal. Ce n'est pas simplement ouvrir un robinet, c'est une opération contrôlée qui exige maîtrise et précaution. Par des trous de coulée spéciaux, des ouvertures dans la partie inférieure du four, le silicium fondu commence à s'écouler. C'est un spectacle incroyable. Un liquide orange vif, presque blanc aveuglant, chauffé à rouge, et souvent jusqu'à l'incandescence blanche, s'écoule en un flux puissant. La température de ce liquide en fusion atteint presque 1500 degrés Celsius. L'air autour du trou de coulée tremble de chaleur. Des étincelles volent, créant un véritable éclat féerique qui rappelle l'éruption d'un volcan miniature. Les métallurgistes, protégés par des combinaisons spéciales et des lunettes, contrôlent soigneusement le processus, dirigeant le flux dans la bonne direction. Après la coulée, le silicium fondu est dirigé vers le refroidissement.
Il est versé dans de grands moules métalliques appelés lingotières ou sur des convoyeurs de refroidissement spéciaux. Ces moules peuvent être stationnaires ou mobiles, permettant de former d'énormes lingots ou plaques. Pendant le refroidissement, qui peut durer de plusieurs heures à une journée, le métal liquide se solidifie progressivement, se transformant en un bloc monolithique de silicium métallique gris. Ce n'est pas un processus instantané. Le refroidissement lent permet à la structure cristalline de se former. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant, ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays, et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent, et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain. Prêts à révéler la vérité sur le palladium? Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel. Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre, et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie. Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini. Pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium.
Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète. Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies, du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques. C'est quand, avec des appareils spéciaux, ils radiographient la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Ils cherchent ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossales, d'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs. Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerai des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc, la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs et moussants. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerai auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles
et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent, puis ils sont séparés par différentes méthodes. Par exemple, par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine. Chaque année, l'humanité consomme plus de 100 000 tonnes de tungstène, un métal si dur que même son extraction nécessite des outils en tungstène. Mais peu savent que l'un des principaux fournisseurs de cette ressource stratégique est le Vietnam. Au milieu de la jungle, où vapeur et brume se mêlent au parfum de fleurs, se cache la mine de Nguy Phao, l'une des plus grandes au monde. Là, sous terre, se déroule un processus semblable à l'alchimie. Du minerai gris naît le métal qui façonne chars d'assaut, forêts et avions. Comment le Vietnam a-t-il transformé la jungle en cœur industriel de la métallurgie mondiale? Reste jusqu'à la fin et tu découvriras ce que testent même les grandes entreprises. Le Vietnam, ce n'est pas seulement des paysages exotiques et une culture ancestrale. Ce pays est un acteur inattendu, mais essentiel sur la scène mondiale de l'extraction du tungstène, un métal d'importance stratégique. Sa résistance extraordinaire et sa capacité thermique inégalée font du tungstène un élément indispensable dans le monde moderne. Il trouve des applications depuis l'ingénierie de haute technologie, où il forme des outils de coupe, jusqu'à l'industrie militaire, où il garantit une résistance supérieure du blindage et un pouvoir de pénétration des projectiles. En fait, le tungstène est le cœur d'acier de l'industrie, et le Vietnam joue un rôle critique dans l'approvisionnement de cette ressource vitale. De sa disponibilité dépend le développement de nombreuses technologies clés. Information inattendue, n'est-ce pas ? Les principaux gisements de tungstène au Vietnam sont concentrés dans la région où se trouve la mine mondialement connue de Nguy Phao. Ce complexe minier est l'un des plus grands au monde, combinant technologie moderne et paysage unique de la jungle vietnamienne. L'idée même d'intégrer une installation industrielle dans un tel écosystème est un défi, mais le Vietnam déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental, alliant extraction efficace et attitude responsable envers la nature. Le tungstène, contrairement à d'autres métaux, n'existe pas sous forme pure et native. Il est extrait sous forme de minéral, dont le plus répandu est la wolframite, un composé complexe de fer, manganèse et tungstène. Ce diamant d'acier se cache profondément dans les entrailles de la Terre, souvent entouré d'autres roches. Dans les mines vietnamiennes, comme la mondialement célèbre Nguy Phao, les mineurs accomplissent quotidiennement un travail titanesque. À l'aide d'équipements miniers avancés, puissantes foreuses, marteaux-piqueurs et excavatrices spécialisées, ils extraient le minerai contenant la wolframite depuis des tunnels souterrains et des carrières à ciel ouvert. C'est un processus complexe et laborieux qui exige précision et respect de normes de sécurité strictes pour atteindre la précieuse matière première cachée dans les profondeurs. Dans les usines de traitement situées près des mines, le minerai subit une série de processus. Les énormes morceaux de minerai extraits des profondeurs, pesant parfois des centaines de kilogrammes, arrivent au traitement primaire. Là, ils rencontrent des concasseurs colossaux, des machines gigantesques qui, avec une force incroyable, broient les blocs de pierre.
Avec un fracas assourdissant et des vibrations, ces machines semblent mâcher la roche, la transformant en fractions plus petites. Ensuite, le minerai broyé passe dans des broyeurs. Ce sont d'énormes tambours rotatifs, à l'intérieur desquels se trouvent des billes métalliques. Sous l'action de la rotation et de la gravité, ces billes broient inlassablement les morceaux de minerai, les transformant en poudre très fine, presque comme de la farine. C'est un spectacle de mouvement constant, de puissance et de transformation, où la masse minérale brute se transforme étape par étape, en concentré prêt pour le traitement ultérieur, libérant la précieuse wolframite. Le concentré de wolframite purifié est ensuite traité dans des usines spécialisées. Là, il subit un traitement chimique pour obtenir du tungstène pur, qui peut ensuite être allié à d'autres métaux, comme le nickel ou le fer, pour créer des alliages aux propriétés spéciales, résistance accrue, résistance à l'usure ou résistance thermique. Le tungstène est le métal le plus dur, ce qui permet de l'utiliser pour fabriquer des outils résistants à des charges extrêmes. Il a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux, 3422 degrés Celsius, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements à haute température. Il est très dense, presque autant que l'or, ce qui est important pour certaines applications. Le tungstène est indispensable dans l'industrie militaire pour fabriquer des blindages ultra résistants et des noyaux de projectiles perforants garantissant une haute capacité de pénétration. Les forêts, fraises et trépans en alliage de tungstène peuvent découper les roches les plus dures, ce qui est crucial dans l'industrie pétrolière, gazière et minière. Vous voyez l'ironie? Même pour extraire la wolframite et obtenir du tungstène, il faut du tungstène. Ce matériau ultra résistant est activement utilisé dans la construction mécanique, pour la production d'outils de coupe utilisés dans le travail des métaux, ainsi que dans la fabrication de pièces devant supporter des températures élevées et l'usure. Et savez-vous qu'avec le tungstène, on fabrique des instruments chirurgicaux? Y a-t-il des médecins par ici? Confirmez ou infirmez cette information dans les commentaires. Pour vraiment apprécier la puissance du tungstène, imaginez ceci. 1 kg de tungstène pur peut être transformé en un forêt capable de percer jusqu'à 1000 mètres de roche. Cela démontre l'efficacité incroyable de ce métal et sa contribution significative au développement de l'industrie et des technologies. Le Vietnam possède l'une des plus grandes réserves confirmées de tungstène au monde. Les chiffres exacts peuvent varier selon la source, mais selon diverses estimations, les réserves de minerais de wolframite dans le pays atteignent des millions de tonnes. Cela garantit une perspective d'extraction à long terme. Annuellement, des mines vietnamiennes, en particulier du complexe de Nguy Phao, sont extraites environ 15 000 tonnes de tungstène en termes de métal pur ou de concentré de tungstène. Ce chiffre fait du Vietnam l'un des 5 principaux pays producteurs de tungstène au monde, rivalisant avec des géants comme la Chine et le Canada. Le tungstène vietnamien représente une portion significative de l'approvisionnement mondial. Bien que la Chine reste le joueur dominant, le Vietnam joue un rôle d'importance critique dans la diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est vital pour la stabilité globale du marché des métaux stratégiques. L'industrie minière et de traitement du Vietnam liée au tungstène fournit des milliers d'emplois pour la population locale, incluant ingénieurs, mineurs, techniciens et personnel administratif. Au cœur même du Vietnam,
où les jungles centenaires murmurent leurs secrets verts et où l'air humide est imprégné de parfums de fleurs exotiques, se cache une perle inattendue de la modernité, la mine de Nui Phao. Ce n'est pas simplement une installation industrielle, c'est une symbiose étonnante du travail humain incessant et de la grandeur de la nature vierge. Ici, entre les couronnes émeraudes des arbres qui s'élèvent vers le ciel et les torrents impétueux qui traversent les chaînes de montagnes, la main humaine pénètre dans les entrailles de la terre. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant, le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnézite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnézite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnézite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure.
Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésites par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt, et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs
à la construction de drones ultra légers et à la robotique.